place des humanités dans le contexte montréalais. J'ai choisi le mot humanité, pas sciences humaines, parce que si vous regardez le calendrier de notre FAS, il y a peut-être 25 départements sous la rubrique sciences humaines, il y a absolument tout là-dedans, y compris l'économie. Donc les humanités, c'est quand même quelque chose de plus restreint hein, en français. Bon, sous ce titre quand même très vague, je ne fais pas référence évidemment à la crise proverbiale des humanités qui n'aurait donc plus sa place à Montréal ni ailleurs dans notre monde contemporain d'ailleurs. Un monde qui fait plus de place à des savoirs plus utiles et directement applicables à notre société. Je pense qu'on a vu quand même que ce n'est pas tout à fait le cas et personnellement, je crois que les humanités se portent plutôt bien ici à Montréal, qui a conservé le seul département autonome de littérature comparée au Canada et qui a vu et qui voit encore la création de plusieurs programmes nouveaux axés sur les humanités depuis une quinzaine d'années. Ce n'est pas fini, on est en train de travailler sur d'autres. Donc ici, ça va assez bien. Et Montréal continue à offrir une panoplie d'activités culturelles et littéraires de toutes sortes, faisant souvent le pont entre nos 4 universités, ainsi qu'entre celle-ci et le public général. Donc ici, je veux parler plutôt d'autre chose, c'est-à-dire l'importance des humanités dans une société de plus en plus hétérogène comme le nôtre, et surtout la spécificité des humanités à Montréal, s'il y a oui ou non une certaine spécificité, c'est-à-dire de leur ancrage dans un lieu particulier, et la forme que cet ancrage leur confère. En quoi les humanités pratiquées à Montréal contribuent-elles aux réflexions mondiales sur la diversité? Comment est-ce que ce contexte donne lieu à une pratique spécifique qui entre en dialogue, mais qui diffère aussi d'autres pratiques des humanités? Afin de réfléchir à cette question, je commencerai par certaines idées exprimées dans le dernier livre écrit par le grand critique comparatiste et aussi père de la théorie postcoloniale, hein, c'est-à-dire l'auteur de l'étude tant citée sur l'orientalisme de 1978, Edward Said, qui est un Palestinien décédé peu de temps après la rédaction de cet essai qui s'appelle « Humanism and Democratic Criticism », publié en 2003. Et évidemment, il y a beaucoup de parallèles entre ce livre et le livre dont vous avez parlé, notamment de Spivak ici. Parce que lui aussi parle d'une critique esthétique en utilisant évidemment d'autres discours et d'autres termes. Selon Said, les humanités, dont il parle explicitement, hein, il parle toujours de humanities et humanism, qui sont basées sur l'analyse minutieuse des textes littéraires, nous aideraient à mieux nous comprendre, mais surtout de pratiquer une autocritique constante. Loin de célébrer un héritage national et identitaire purifié par l'exclusion de nos innombrables autres, elle devrait mettre l'accent sur l'hétérogénéité de nos productions culturelles en étudiant celles qui n'entrent pas dans un canon ethnique étroit. Elle devrait, selon Saïd, aussi accorder une place importante à la pensée humaniste mondiale, à commencer par les réflexions des penseurs juifs et musulmans du XIIe siècle en Andalousie, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Saïd fait un plaidoyer passionné en faveur de ce qu'il appelle la lecture philologique des textes, mais dans un contexte plus large, politique, culturel, social, économique et historique mondial. Il souligne l'importance de se mettre à la place de l'auteur dans un effort empathique pour comprendre les différents textes et points de vue. Est-ce que notre pratique des humanités ne correspond pas en grande partie à cette vision? Avec l'essor qu'a pris l'analyse de l'écriture migrante au Québec, aussi de l'écriture postcoloniale, de l'écriture anglophone à Montréal, donc minoritaire dans ce contexte, avec des exhortations explicites ou implicites pour une meilleure inclusion de nos altérités, et même pour une reconceptualisation du « nous » versus les autres, hein, une reconceptualisation donc du « nous » comme un nouveau « nous » dont l'altérité fait partie. Bref, donc aussi une autocritique.
Mais s'arrêter à cette constatation serait un peu simple. En quoi cette pratique diffère-t-elle de celle préconisée par Saïd? Une pratique qui a en fait déjà fait sa place par chez Saïd, à des degrés divers dans plusieurs programmes et départements aux États-Unis, ainsi que dans des histoires littéraires américaines et d'autres endroits. Ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau, ce que demandait, ce qui préconisait Saïd. Ne sommes-nous pas nombreux, les deux côtés de la frontière, et même ailleurs, c'est-à-dire en Europe par exemple, à essayer de comprendre ce nous autrement, et en même temps de mieux comprendre les différentes voies qui ont été censées naguère s'y opposer? Ne s'agit-il pas d'une version particulière et adaptée à notre monde contemporain de ce que le philosophe Maurice Merleau-Ponty, dans sa monumentale Phénoménologie de la perception, publiée déjà en 1945, considérait comme la réflexion véritable qui analyse ce qu'il appelle, je cite, la relation du sujet et de son monde, les expériences expressives diverses, la prégnance symbolique de chaque sujet, qui implique des expériences spatiales distinctes, mais évidemment en élargissant ces exemples illustratifs de Merleau-Ponty, qui parle des mythes, des enfants, des schizophrènes, à toutes les expressions de perception différentes. Alors, pourquoi n'importe quelle grande ville en Amérique du Nord aussi diversifiée que Montréal, et il y en a, ne pourrait-elle pas donner lieu à une pratique des humanités semblable à la nôtre, ou peut-être le fait-elle? Est-ce que les humanités telles que définies par Saïd, c'est-à-dire non pas une valorisation, une étude exclusive, exclusionniste d'un passé culturel national réservé à une élite, ne vise-t-elle pas toute la création de ce qu'il appelle, Saïd dans ce livre, « suitable models of coexistence », c'est-à-dire des modèles d'être ensemble dans un monde de plus en plus diversifié? Quel serait donc ce contexte montréalais qui imprègne nos humanités, si c'est le cas, et qui a besoin, ce contexte aussi, des humanités pour mieux se comprendre? Un passage de Saïd dans lequel il préconise un nouvel humanisme à travers une autre pratique des humanités pourrait nous indiquer peut-être un début de réponse. Et là, je vais seulement lire 3 phrases peut-être pour voir un peu le ton de cet essai ici. Et il parle de ce nouvel humanisme, donc je cite ici, « What this transformation means is nothing less than that nativist cultural traditions that pretend to authenticity and aboriginal priority can now be recognized as the great, patently false and misleading fundamentalist ideology of the time. Those still clinging to it are the falsifiers and reductivists, the fundamentalists and deniers. » Et ça continue. Je pense que c'est très intéressant ce petit passage ici parce que la virulence de ces propos, qui étonne même dans le contexte de son essai sur les humanités et sur l'humanisme, mais qui doit se lire évidemment dans un contexte plus large du choc créé aux États-Unis par les attaques des tours jumelles le 11 septembre 2001 et du climat très hostile aux musulmans qui s'est installé. Évidemment, Saïd n'était pas musulman, mais c'était aussi contre les Arabes, m'amène à relire certains textes écrits par des auteurs québécois d'origine étrangère. Je n'ai pas le temps de faire une analyse de tous les autres ici, mais j'ai 3 textes emblématiques qui mettent explicitement en scène Montréal. Est-ce que nous pouvons reconnaître notre pratique des humanités dans ce nouveau paradigme proposé par Saïd, sans parler de l'ancien nativiste que Saïd évidemment condamnait, et surtout dans le ton, la virulence, la combativité de l'humaniste d'origine palestinienne? Ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose ici? Et j'aimerais commencer peut-être par Naïm Katan, qui est aussi originaire d'un pays arabe, cette fois-ci l'Irak, mais il est de confession juive. Il a dû quitter Bagdad quelques années après ce qu'il appelle le Faroud, c'est-à-dire pogrom irakien des Juifs en 1941. Dans son essai autobiographique, appelé « Les villes de naissance », publié dans l'année 2000, il décrit le contraste entre l'Irak
à cette époque, c'est-à-dire dans les années 50, dont les frontières presque insurmontables entre religion et ethnie amènent des explosions sporadiques de violence et de persécution, et le Montréal des années 50, où les différents groupes religieux, surtout les catholiques, les protestants et les juifs, étaient aussi divisés par des frontières, mais tout en coexistant paisiblement, établissant ainsi une distinction importante entre ces deux villes, Montréal et Bagdad. Mais l'intérêt de cette opposition est ailleurs. Même s'ils se sont au début exclus au Québec, ce qui est normal, ils venaient d'arriver, il trace un portrait qui déconstruit toute dichotomie simple entre groupes religieux, ainsi qu'entre natifs et immigrants récents. Et là, il parle de 1950. Il décrit des réunions organisées par le Congrès juif pour favoriser la compréhension mutuelle entre juifs et francophones catholiques, expliquant que, et je cite Caton, l'accueil des intellectuels canadiens français, dont des membres du clergé catholique, était on ne peut plus chaleureux. Fin de citation. Bien sûr, il décrit aussi comment les frontières tombaient seulement pour une soirée, avant que chacun regagnait son quartier, ayant toutefois bénéficié d'un bref regard de l'autre. Mais ce portrait est loin d'une dichotomie simpliste entre francophones catholiques intolérants d'un côté et les autres. Même s'il évoque les murs érigés par les religions, il insiste sur le fait qu'on parlait, je cite, avec précaution, en empruntant les voies de traverse, en faisant des détours dans les sentiers de l'art, de la littérature, de l'histoire, car les sensibilités étaient vives. Fin de citation. Que voit-on dans ces propos de Caton? La déconstruction du cliché des deux blocs religieux stéréotypés, mais aussi une façon particulière d'affronter l'altérité et d'en parler. Tout en gardant ses certitudes religieuses, les Montréalais décrits par Caton, qu'il évoque dans ses souvenirs ici, essayaient de comprendre l'autre en touchant à des sujets sensibles de façon indirecte pour ne pas heurter les sensibilités. Certains, pas tous, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait voir cette ouverture tâtonnante, prudente, soucieuse de ne pas susciter les passions négatives comme une façon toute particulière de pratiquer un humanisme? Non pas s'étudier, une qualité préconisée évidemment avec insistance par Saïd dans son essai sur l'humanisme, mais ancré dans un lieu mobile, situé à l'intérieur d'une croyance particulière qui était encore très forte à l'époque, mais en même temps à l'écoute de l'autre, acceptant de faire des incursions de temps en temps dans des expériences expressives de l'autre, au moins pour une partie de la population. Et ceci bien avant ce que Caton appelle l'effondrement de ces lignes de défense religieuse d'une société rurale, ici, et avant sa transformation en société moderne, québécoise, c'est-à-dire versus canadienne-française des années 50, une société que Caton appelle embryonnaire, où l'ailleurs n'était plus le territoire de l'autre, protégé, interdit, mais sa propre présence, où l'ailleurs était accepté, et je continue la citation de Caton, comme une dimension de l'ici, comme la partie intégrante d'une intériorité. Dans cette nouvelle société, nous dit Caton, une humanité pouvait naître qui vivrait dans la paix, dans la reconnaissance du visage distinct de l'autre. Fin de citation. Le climat météorologique lui-même, tant conspué par même Montréalais, devient dans l'essai de Caton une métaphore de l'altérité comme faisant partie de celui-ci. Montréal, il dit, surgit comme la ville éternellement autre, un ailleurs renouvelé. L'espace de quelques mois, le vent chaud sera suivi d'une brise glaciale et vivifiante. L'ailleurs est ici. Bon, Montréal n'est donc pas simplement l'une des nombreuses villes occidentales hébergeant des réfugiés de partout. Cette petite phrase, l'ailleurs est ici, répétée comme leitmotiv dans toute la dernière partie de l'essai, donne le ton à une réflexion un peu différente.
Contrairement à l'idéologème traditionnel états-unien, par exemple, du melting pot, dans lequel se fondent les immigrants d'origines diverses, dans un creuset qui donne naissance aux nouveaux citoyens américains, qui finira par oublier, on espère, ses origines étrangères, Montréal apparaît comme un lieu de traversée des différences et des mémoires, un palimpseste, qui laisse entrevoir d'autres villes dans une mémoire mobile, qui reste cependant ancrée dans un lieu auquel on est lié par de l'affection, et là je cite Catan encore, à l'intérieur de Montréal, ma ville. Toutes les autres viennent me rejoindre. C'est ici l'ailleurs, une fois. Partout où je pose les pieds, je sais que mon passage aura un terme, puisqu'il existe un retour et que j'aboutirai à Montréal. Fin de citation. Pas de retour aux origines réelles ou rêvées, mais retour à cette ville où Catan a choisi de vivre parce qu'elle intègre cette multiplicité, selon lui. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Un beau portrait idéaliste, créé par un réfugié d'une partie du monde encore embrasé par le feu et le sang, l'Irak, aujourd'hui et chaque jour dans les journaux, un pays qui se retrouve dans ce qui est pour lui un vrai havre de paix et de sécurité. Est-ce qu'on a le regard d'un étranger qui nous montre peut-être que notre société est moins négative que nous le laissent croire les débats enflammés sur toutes sortes de choses, y compris sur la langue et les signes religieux? Ou est-ce qu'on a une réflexion sur un vivre ensemble particulier qui n'exige pas le rejet des traditions pour se fondre dans le magma de la nouvelle ville mondialisée, cette Global City dont parle la géographe Saskia Sassen? Un vivre ensemble, donc, qui préserve aussi. Et ici, j'ajouterai une autre dimension à la réflexion amorcée par Catan, le dissensus. Un dissensus paisible. Et non seulement l'inclusion des différences. Un vivre ensemble où les réflexions d'Anaïm Catan peuvent coexister avec d'autres perspectives beaucoup plus critiques, par exemple des critiques d'Angenot, de Régine Robin et beaucoup d'autres, et des deux côtés des frontières, mais où la virulence d'un Saïd ne serait peut-être pas nécessaire. Et est-ce que la pratique des humanités ici n'implique pas justement une lecture attentive des textes littéraires et essayistique qui réfléchissent sur un nouvel être ensemble, qui proposent donc des modèles de coexistence, mais qui peuvent aussi illustrer des comportements qui rendent ce vivre ensemble plus difficile, mais qu'on devrait aussi décortiquer? N'est-il pas essentiel de passer par un effort de compréhension de l'autre avec lequel on n'est pas d'accord, plutôt que par une critique acerbe des exclusions et des violences, comme chez Saïd, qui évidemment prend la parole dans un contexte très très différent du nôtre et à une époque différente aussi. Et c'est justement cet aspect de compréhension, cette empathic vision, que certains textes littéraires et bien sûr critiques, mais c'est surtout des textes littéraires qui m'intéressent plus ici. Donc c'est cette vision qui essaye de développer certains textes, une vision qui, plutôt que de condamner, explique et déconstruit le visage de l'autre qu'on voit comme hostile dans une pensée littéraire plus métaphorique. Dans un portrait plus pessimiste que celui de Catan, je vais parler d'un roman d'une autre immigrante, ici Mona Latif Gattas, aussi du Moyen-Orient, un roman qui s'appelle Le double compte de l'exil. Et je vais passer un peu de temps à parler comment est déconstruit justement ces blocs ici. Donc c'est mon deuxième exemple qui met en scène aussi Montréal, mais une Montréal divisée entre nouveaux arrivants et natifs, et entre races et ethnies. En plus de nous montrer des pratiques d'ouverture à l'autre, elle met en scène une altérité menaçante pour l'immigrant, une altérité stéréotypée et simpliste, ce grand bloc méchant des Blancs, pour ensuite la déconstruire et indiquer une généalogie beaucoup plus complexe. Et elle déconstruit également le cliché de l'authenticité autochtone, en décrivant le retour à la réserve indienne de la protagoniste Madeleine, après son séjour dans la marginalité à Montréal, non pas comme un retour aux sources mythiques, mais comme l'apport des influences étrangères
hein, qui sont apportés par son compagnon qui est immigrant clandestin fuyant la guerre au Moyen-Orient, dont elle va raconter l'histoire sur la réserve autochtone. Mais c'est surtout la représentation de ce bloc des Blancs, c'est-à-dire l'objet de la critique de beaucoup de théories postcoloniales. Donc, c'est ce bloc des Blancs qui nous propose une réflexion plus nuancée sur les simplifications qui enveniment les conflits et qui nous invite à une lecture plus tolérante de la société. Il y a trois protagonistes, les trois Clara, qui travaillent avec Madeleine, l'autochtone, et ces trois Clara ont en fait trois noms différents. Il y a Clairette Légaré, qui est québécoise francophone, Clarence Lindsay, anglophone, et Clara Leibovitch, d'origine juive. Et il y a une véritable allégorie nationale dans ce roman parce qu'on représente les trois groupes principaux de la société québécoise avant la migration massive d'autres groupes. Dans son analyse de ce roman, la critique Nathalie Prudhomme décrit ce trio de Clara comme un groupe monolithique, une entité unique, stéréotypée et raciste, qui représente la communauté blanche dans une dichotomie caricaturale. Et elle explique que la société divisée entre la majorité et les minorités exclues dans le roman rend impossible toute identité collective basée sur la citoyenneté dans une communauté de citoyens. S'il est vrai que Madeleine est représentée de façon positive dans son ouverture à l'autre, dans un contraste percutant avec les préjugés et les méchancetés des trois Clara, et que les deux groupes de personnages semblent entrer dans une opposition binaire, la figuration spatiale de leur lieu de travail et certains détails de leur vécu, ainsi que la pratique de l'espace des protagonistes principaux, indiquent une conflictualité bien plus complexe que ce que laisse penser cette critique. Par ailleurs, est-ce que le roman veut nous proposer l'alternative du modèle de la communauté des citoyens, où les différences ethniques s'estompent, et les identités particulières de l'autre côté qui restent fermées dans leur prison? Je ne suis pas sûre. Je pense qu'une relecture attentive de ce roman va nous proposer d'autres modèles d'être ensemble, mais aussi de pratique des humanités. Car les trois Clara ici, qui travaillent dans la buanderie d'un hôpital montréalais depuis plusieurs décennies, qui se sentent menacés par le nouvel employé asiatique, mais aussi par une vague d'immigrants asiatiques et africains partout dans la ville, sont situés toujours dans un lieu très particulier. C'est le 4e sous-sol de l'hôpital. Plutôt qu'une simple lutte entre natifs dominants et nouveaux venus marginalisés, les conflits du sous-sol ne concernent guère le succès, le statut social d'un groupe homogène blanc. Tous les figurants du conflit appartiennent à une marginalité constituée par la situation économique précaire. La description de la buanderie comme une vaste cale de bateaux évoque d'ailleurs le transport de marchandises et d'esclaves, lieu peu propice comme symbole de la majorité dominante. Les employés ne mangent pas avec les autres à la cafétéria, mais restent dans une salle de repos dans le couloir du 4e sous-sol. La position habituelle sur la banquette dans un couloir suggère la précarité de leur emploi. Et même si le jeune asiatique reste debout, prêt à prendre leur place, les femmes sont assises, la situation marginale de tous les réunit. Le sous-sol n'est pas seulement envahi par l'autre, mais devient l'icône de l'invisibilité des travailleurs marginaux, peu importe leur provenance, leur culture, leur couleur et leur religion. Les trois Clara ne sont pas les représentantes de la société dominante, ce que la situation de leur lieu de travail suggère et ce que leur conversation confirme. Et le texte souligne leur situation difficile à plusieurs reprises, leur misère, leur solitude, leur malheur, leur peur des Asiatiques qui menacent leur travail. Elles fantasment sur des croisières idylliques qu'elles ne peuvent pas se payer, qui se réalisera sans doute jamais.
Ils ont mal aux poignets, aux reins, au dos, à cause de leur travail difficile. Donc leur haine de l'asiatique est explicitement contextualisée et liée à leur situation. Toute leur fatigue du jour, je cite le texte ici, leur mal au corps et leur rancune devant cette vie plus souvent difficile que délassante, passèrent dans le regard qu'elles lui lancèrent en sortant, un regard donc de haine. Et Clarence vit dans un quartier d'immigrants au nord de la ville. Ils ont fait faillite. La nièce vit dans un immeuble insalubre, habité par des immigrants, entassés dans de petits appartements. Et un autre qui est chauffeur de taxi parmi les Haïtiens. Donc, l'uniformité soi-disant de ces trois Clara se bloque ici. Ce cliché des Blancs racistes est tout à fait déconstruite dans ce texte. Quand Clarence et Clairette critiquent l'asiatique, Clara ne se joint pas aux médisances. Et on se pose la question, est-ce que cette hésitation ne suggère pas une faille dans le groupe dont la femme juive hésite à salir un bouc émissaire seulement pour être intégrée à un groupe, les Blancs, dont ses propres cours religionnaires juifs donc, ont souvent été exclus. Leur affinité de couleur dont on parle ici n'évacue pas toutes les autres différences. Par ailleurs, Clara se situe entre les deux groupes, natifs et immigrants par sa parenté, car sa belle-sœur vient d'arriver d'Europe de l'Est. Sa grand-mère a dû fuir la guerre d'Espagne, et d'autres étaient couturières en Europe et essaient de trouver un emploi. Donc, il y a une complexification énorme de ces clichés, mais c'est surtout la figuration spatiale qui établit un parallèle plus explicite encore entre natifs et immigrants, qui déconstruit le binarisme des deux camps. Fève, c'est-à-dire cet immigrant illégal du Moyen-Orient, trouve un travail comme nettoyeur d'égouts sous terre, et bien sûr la buanderie aussi, ou sous-sol, travaille l'invisibilité du travailleur au bas de l'échelle, et dans les deux cas, le travail consiste à nettoyer. Le racisme des trois Clara n'est pas justifié par le texte, mais mis dans un contexte de marginalité sociale, où ceux en bas de l'échelle luttent pour conserver leur position. Par ailleurs, le racisme est présenté comme quelque chose d'universel. Comme les natifs, les immigrants ne constituent pas un bloc homogène. Il y en a qui sont heureux de pouvoir travailler et d'autres qui mentent et trichent dans le texte. Et il y a des immigrants qui sont déportés et aussi une protestation de beaucoup de monde devant ces déportations. Donc la concertation dans cette situation de marginalisation et de précarité est certes difficile, mais pas impossible. C'est Madeleine, évidemment, figure exemplaire d'ouverture à l'autre. C'est autochtone qui établit des relations positives avec le jeune asiatique. Les trois Clara, qui s'étaient regroupées avec le temps, presque naturellement par affinité de couleur, appartiennent aussi à d'autres groupes linguistiques et religieux différents et ont dû s'ouvrir aux autres aussi. Leur travail dans un même endroit les a donc rapprochés avec le temps, en dépit des différences. Donc une allégorie nationale d'une société d'immigration, une allégorie d'un settler society, mais avec une différence. La description de Madeleine qui se met debout avec le jeune asiatique près de la machine à café, au lieu de s'asseoir avec les trois Clara, est une figuration de contacts initiaux difficiles entre certains et contacts qui se font plus facilement avec d'autres, dans un espace donné avec le temps, et suggère ainsi ce qui a dû se passer il y a longtemps avec les trois Clara qui forment le bloc supposément blanc. Par ailleurs, la méfiance des trois Clara ne s'explique-t-il pas en fait en partie par le fait que Madeleine, qui est la seule autochtone du roman, a un chez-soi, parce que tous les autres sont des immigrants, même si ce sont des immigrants dont les ancêtres sont venus il y a plus de 100 ans.
Encore une fois, Fèvre, dans son expulsion, ne constitue pas une figuration simple de l'exclusion de l'autre. D'autres réfugiés restent, et l'altérité s'installe irrémédiablement dans la communauté. Madeleine, évidemment, retrouve ses origines autochtones à travers son contact avec l'oriental Fèvre, passant ainsi par l'altérité pour retourner chez elle. Mais ce chez elle n'est plus tout à fait le même. Et elle introduit, comme passeur, l'altérité dans son entourage montréalais aussi, quand elle parle de la perception qu'ont les Autochtones de la conquête des Amériques avec ses voisins québécois. Il y a des références à la conquête des Amériques, l'arrivée de colons marins débarqués à Ville-Marie qui cherchent la liberté. Donc encore une fois, pas une vision blanc et noir. Ça présente le Québec comme lieu où se brassent les peuples, où de nouveaux immigrants se joignent aux anciens, où les alliances se font et où les inévitables frictions n'empêchent pas toujours les individus d'origines diverses d'établir des relations entre eux et avec les anciens habitants qui ont eux-mêmes été immigrants. La dynamique sociale de cette buanderie symbolise le processus de formation et de cristallisation de camps adverses, constitués eux-mêmes d'individus d'origines diverses. Mais il montre aussi, à travers les récits individuels qui y circulent, qu'aucune position identitaire est fixe, et que notre être dans le monde, qui implique nécessairement un être avec les autres, est accompagné de conflits aussi bien que de concertations multiples. Ce récit ne nous montre pas seulement une réalité sociale complexe, et nous suggère des modèles de lecture et de critique qui remplacent la condamnation virulente du racisme, de la xénophobie et de l'exclusion par un désir de critique bien sûr, mais aussi de compréhension. Une compréhension de tous les autres, y compris ceux qui ne pensent pas comme nous et ceux qui nous excluent. Les regards différents des protagonistes sont d'autant de voix d'une diversité parfois conflictuelle, mais qui nous forcent à nous identifier tour à tour avec tous les autres. Si pour les immigrants de couleur et les autochtones, les blancs peuvent constituer une altérité menaçante et hostile, les conversations entre les trois clarins indiquent une histoire plus complexe d'exclusion ou d'exclusion perçue, des francophones dans une société contrôlée jadis par les anglophones, des anglophones dans une Montréal de plus en plus bilingue et francophone, des juifs longtemps exclus de la société en Amérique du Nord et persécutés et assassinés ailleurs. Est-ce que donc la pratique des humanités, dans un contexte montréalais, en se penchant sur des productions culturelles diverses comme celle-ci, ne doit pas peut-être nous mettre constamment en garde contre les simplifications de toutes sortes? Et là, je viens à mon troisième exemple qui met explicitement en scène un contexte montréalais hybride, où le multiculturalisme canadien coexiste avec un certain interculturalisme québécois, où différents modèles de société sont proposés sans violence, sans condamnation, mais aussi sans idéalisme. Le flâneur de la nouvelle La Répétition d'Émile Olivier, qui est un écrivain québécois, ou était, il est décédé, écrivain québécois d'origine haïtienne, se situe entre ce flâneur benjaminien et les marcheurs désespérés de beaucoup de récits migrants. Le protagoniste sillonne les rues de Montréal à pied et aussi dans une mise à jour de la figure du flâneur en métro. Ici, le flâneur prend le métro pour apprivoiser le territoire qu'il ne considère pas encore comme le sien au début. Ce promeneur d'Olivier, qui voit sa réflexion dans une vitrine au début comme une illustration de son aliénation, commence à articuler l'espace urbain par la marche et l'imagination pour en faire un territoire connu et maîtrisé. Je le cite, « J'ai dessiné mes petites planètes, aménagé des ports, des passerelles et des viaducs. » Fin de citation. À travers sa déambulation et sa contemplation des divers quartiers ethniques montréalais, avant de prendre le métro, et surtout à travers son observation
de la rencontre ensuite dans le métro entre une chanteuse apprentie québécoise et un maître musicien européen qui l'aide à perfectionner son art dans un wagon de métro, il s'approche de l'autre sans le rejoindre tout à fait, en l'absence d'échange de paroles, et sent progressivement qu'il fait partie de la ville avec ses habitants d'origine diverses, parce qu'il écoute donc cette québécoise et l'Européen se parler dans le métro et chanter. Et sa participation silencieuse à cette rencontre, qui convertit l'espace du wagon en scène d'opéra, et plonge l'observateur dans une rêverie sur l'avenir du lien établi entre les deux musiciens, lui permet même d'oublier le gris du train et le froid de l'hiver. L'imaginaire, stimulé par une rencontre entre deux personnes d'origine diverse, transforme ce non-lieu du métro en lieu habité et chaleureux et indique l'importance des relations humaines pour l'appropriation émotionnelle du pays étranger. Donc, cette image du wagon de métro, et je vais revenir aux autres modèles après, donc cette image du métro en marche esquisse le portrait d'une certaine interculturalité, où il y a une langue commune, le français, des intérêts communs, la musique, qui crée un espace d'échange. Mais loin d'être idéaliste, ce portrait met l'accent sur le silence du protagoniste noir. Préfère-t-il sa position de flâneur, consommateur du spectacle urbain, à l'instar du flâneur physiologiste de Benjamin, qui maintient ses distances et observe l'autre sans entrer dans un échange plus étroit, pour en faire ultérieurement la matière d'un texte? Ou s'agit-il d'un immigrant de couleur qui n'ose pas entrer dans un échange entre deux blancs? Ou s'agit-il simplement de la liberté du promeneur solitaire qui ne veut pas être dérangé dans ses pensées et observations, tout en montrant un vif intérêt pour ses concitoyens? Portrait très ambigu, mais qui contraste avec un autre modèle d'être ensemble de la nouvelle, celui plus négatif, bon, relativement ici, plus négatif donc du damier multiculturel, où les Italiens de la petite Italie sur Saint-Laurent et vers l'Est restent entre eux, à côté du quartier grec, à jouer à la pétanque, à l'intérieur de frontières culturelles invisibles. Mais même ce portrait n'est pas une condamnation d'un modèle associé avec une certaine idéologie fédérale du multiculturalisme de la part d'un francophone qui, au début de la nouvelle, avait péremptoirement rejeté la possibilité d'un parcours à travers les quartiers des anglophones. Et ça va être le troisième modèle de cette nouvelle, la biculturalité et l'opposition proverbiale entre l'Ouest montréalais et l'Est franco. Ces Italiens immigrés sont présentés avec une certaine empathie, leur isolement étant vu comme une défense bien imparfaite contre la perte de leur langue et leur pays d'origine. Quant à la biculturalité mise en place au début de la nouvelle, sa fracture reste très forte même aujourd'hui. Et c'est très drôle, ce matin, j'ai vu la presse, à la première page, il y avait une image de l'île de Montréal cassée en deux. Il y avait l'Est, il y avait l'Ouest, et je pense que le titre, c'était quelque chose comme une île, deux villes. Ça, c'est, quand il parlait de décrochage scolaire, il y a une fracture totale ici. Mais on pense aussi évidemment aux grands organes, la presse, le Devoir, le Journal de Montréal d'un côté, en français, la Gazette de l'autre, avec chacun ses lecteurs et chacun sa communauté imaginaire, cette expression de Benedict Anderson. Donc, la fracture, c'est quelque chose quand même qui subsiste encore en dépit de beaucoup de changements, évidemment. Donc, dans la nouvelle, on voit ce dissensus ancré dans la ville même, qui n'est pas près de disparaître, en dépit d'un nombre croissant de passeurs. Donc, ces trois modèles canadiens de l'être ensemble, biculturalité, multiculturalité, interculturalité québécoise, sont juxtaposés par Olivier dans une figuration géographique du dissensus qui caractérise irrémédiablement la ville, construite de façon divergente et souvent conflictuelle par les groupes qui y résident.
Mais ce dernier symbolique est poreux, ouvert au flâneur, qui a la liberté de le traverser comme il veut, de s'identifier comme il veut et de rejeter ce qu'il veut. Chaque modèle a ses avantages et ses désavantages. Donc, ces trois textes emblématiques nous montrent un lieu particulier qui rend possible différents styles de vie, mais surtout différents modèles d'être ensemble, certains plus positifs, d'autres plus négatifs. Et en écoutant et lisant ces créateurs, les créateurs de cette ville symbolique qu'est Montréal, ceux qui pratiquent les humanités, les critiques, les théoriciens sont aussi amenés à se poser des questions. C'est-à-dire à questionner, mais aussi à comprendre une réalité très complexe et à éviter de créer des édifices critiques ou théoriques totalisants qui ferment la porte au dissensus, à la contradiction et à l'ambiguïté. Il ne s'agit nullement ici d'un paradigme des founding fictions qui ont été analysés par exemple, Doris Sommer à propos des romans du 19e siècle en Amérique latine, où il y avait des romans qui mettaient en place donc, plusieurs modèles de métissage, d'hybridité, etc., pour construire en fait une nouvelle unité nationale. Ce n'est pas ça du tout ici. Plus que jamais, ces humanités s'ouvrant au dissensus devraient donc prendre leur place en ville comme passeurs à travers d'autres passeurs, c'est-à-dire ces créateurs de fiction et d'essais et d'autres arts de toutes les origines, afin de contribuer à vivre ensemble, constamment à refaire et à repenser, où les voix discordantes et négatives auraient aussi leur place. Pour revenir à l'essai sur les humanités de Saïd, j'ajouterai à ces critères, c'est-à-dire la lecture attentive des textes, leur contextualisation, la critique sociale, etc., une extrême prudence devant toute certitude et un effort pour accompagner toute critique d'un effort aussi de compréhension. Une prudence illustrée par mes trois textes emblématiques qui constituent une figuration de la ville, oui, une figuration fictive de la ville, mais aussi une mise en scène symbolique d'un certain faire humaniste, qui se distingue des humanités nativistes, évidemment, tant décrites par Saïd, tout en essayant de les comprendre. Les humanités ici ont donc plus que jamais leur place, surtout celles qui s'inspirent des particularités de leur lieu d'ancrage. Merci. Merci.